Il y a de gros doutes dans la tête des corpos de chez PlayStation et plus particulièrement des corpos de chez Sony concernant Bungie. Bungie qui est actuellement en train de développer Marathon et qui a déjà licencié pas mal de personnes il y a quelques semaines. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Bref, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport à Marathon? Marathon qui a changé du tout au tout. Il y a eu un changement de direction, il y a eu un changement non seulement de direction en personne, mais également de direction artistique, puisque à la base ça devait être un jeu service où les joueurs pouvaient récupérer des personnages manifestement de Destiny, ou pouvaient créer leur propre personnage pour pouvoir jouer à ce jeu qui est un jeu service. Puis il est passé au type de jeu service, hero shooter de type extraction. Bref, ça a pas mal changé. C'est Jason Schreier qui donne pas mal d'informations par rapport aux doutes qu'a PlayStation par rapport à ce jeu. PlayStation qui a déjà réduit le nombre de jeux services qu'il devait développer, puisqu'ils sont passés de 12 à 6. Si je ne me trompe pas, il y a Concorde qui sort la semaine prochaine, qui manifestement va être un four monumental. J'espère me tromper. Bref, il a donné une interview dans un podcast. On va regarder les passages intéressants et puis après on va analyser ça en même temps. On va faire ça comme ça. Hop, je me suis calée au bon timer. Il y a deux passages qu'on va regarder ensemble. On est parti. Je vous ai mis les sous-titres en français. Particularly, this recent stuff with Bungie. Obviously, the background to this, if anyone is unaware, is that Bungie has laid off hundreds of people. That was both now as well as last year. They did 200 layoffs this week. They did 100 last year in October. They also moved out 375 developers. I can't remember the exact number. I'll tell you the numbers. So the numbers are 220 laid off last week, 155 moved to Sony, and then another 40-ish are going to spin out a new studio under Sony they're working on an incubation project at Bungie, and that's now going to move to be under the Sony umbrella instead. Exactly, yeah. So obviously, you provided some in-depth reporting on that recently over at Bloomberg, and we kind of just wanted to talk through that for anyone that hasn't seen that reporting yet, but also talk about, what it was like to have those conversations with those Bungie people adjacent, etc. So yeah, let's I guess kick it off. I think the overall story that emerged from this is one of Bungie's leadership overextending themselves and committing to the studio to far too many projects without necessarily enough risk built in, or to cushion the risk. Oui, alors en fait, ce qui se passe ici, je vous en avais parlé notamment dans la vidéo où je parle de Bungie, c'est que ce qui s'est passé, c'est que ils ont embauché beaucoup de personnes, puis ils les ont dispatchées dans pas mal de projets de recherche pour des prochains jeux éventuellement, etc., plutôt que de se focaliser sur un jeu qui leur apporte du revenu, à savoir Destiny 2. Il y avait toujours une équipe, bien évidemment, qui travaillait sur Destiny 2 pour pouvoir faire des extensions, etc. Mais ils se sont un petit peu dispersés à droite et à gauche, et il y a un gros problème de management, plus globalement chez Bungie. Ça date pas d'hier, mais là, ça atteint des proportions qui ne sont juste plus tolérables de la part de Sony. What can you tell us about the sort of decisions Bungie made along the way? Yeah, it's interesting. I think we need to provide some context here because it's important to know that this stuff doesn't just happen in a vacuum. So going back to pandemic times, 2020, 2021, there's a ton of growth like all at once in the video game industry. Pretty much every game is doing well. All of these online games especially are doing exceptionally. Parce que les gens s'ennuyaient, ils étaient chez eux. À cause de ça, pendant la pandémie. Ça a donné un répit à l'industrie du jeu vidéo qui était déjà en pleine transformation. Il y avait déjà je vous en avais déjà parlé, mais il y avait déjà l'industrie du jeu vidéo était déjà dans une pente descendante avant la pandémie, et c'est la pandémie qui a fait qu'il y a eu un regain d'activité monstrueux. Les entreprises se sont mises à recruter, et là c'est en réalité, ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, c'est juste un retour à la normale. Si vous voulez, c'est un rattrapage, c'est un retour à la normale par rapport à toute cette folie qu'il y a eu à ce moment-là. C'est triste, mais c'est la vérité. Well,
Animal Crossing explodes, Fortnite is everywhere, Among Us, and Call of Duty Warzone, and Destiny, of course, is doing well as well. They're no exception. And at the same time, interest rates are super low, and a lot of the big game companies flush with cash, able to borrow money at incredibly low rates, and also just thinking that this pandemic growth will never end, they decide, hey, we're gonna make some acquisitions. Microsoft buys Activision Blizzard for $69 billion. Take-Two buys Zynga for $12 billion. C'est vrai qu'on parle jamais de Take-Two. History, because that has just been a disaster for them. And then, of course, Sony buys Bungie for $3.6 billion. Ils ont trop payé le studio. Crazy amount for a game studio that operates a single game. And at that point, Bungie is, if I'm remembering correctly, between 800 and 900 people, like around that size. And then, flush with Sony cash and looking to kind of find the next big thing after Destiny, Bungie goes out and they expand and they hire like crazy. They hire hundreds of new people in the next couple of years. And at the same time, they're doing all these incubation projects. A lot of these hires are for new stuff. They've been doing incubation projects even before that. And so they are kind of trying to juggle a bunch of different things at once. And that leads to some problems, especially when it turns out the pandemic growth is not actually sustainable. And when people can go back to leaving the house, they're not playing quite as many video games. And so then we hit this time of higher interest rates and flattened growth, and especially in the console space, a real lack of growth. And suddenly all of those hires are more of an albatross than like this cool new opportunity. And at the same time, Destiny 2 is not where it should be. Lightfall is a huge miss for them. They lose a lot of their player sentiment takes a hit. They lose a lot of money, or they're not making as much money as they thought they would. During one meeting last year, Pete Parsons is Ça, c'est également quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il faut quand même garder en tête. Je vous en avais notamment parlé dans ma vidéo sur Square Enix et Final Fantasy VII Rebirth, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Mais oui, il faut quand même faire une distinction, excusez-moi, entre les expectations, donc les attentes, les objectifs qu'une entreprise s'est fixés et le chiffre réel. Dans le cas de FF7 Rebirth, ce n'est pas parce que Square Enix a déclaré que les chiffres de vente étaient décevants que ça veut dire que c'est un échec commercial. Ce n'est pas vrai. Le jeu peut se vendre à 4, 5, 6 millions d'exemplaires et être décevant aux yeux des corpos de Square Enix parce que eux, ils s'étaient fixés 10 millions d'exemplaires, plus que Remake, qui s'est vendu autour de 7 si je me souviens bien. Là, en l'occurrence, Destiny 2 a une base de joueurs solide. Il y a à peu près 40 000 personnes qui jouent à Destiny 2, si je ne me trompe pas, tous les jours. C'est pas mal, mais ça ne correspond pas à ce que l'entreprise s'était fixé comme objectif. Donc là aussi, il y a un problème. Voilà, c'est exactement la même chose. Si dans leurs objectifs, et dans les objectifs qu'ils ont vendus à PlayStation et Activision avant, c'était d'avoir 200 000 joueurs journaliers, il y a un problème. Parce qu'ils n'ont pas le quart. Voilà, donc il faut remettre à chaque fois en contexte. Ça peut paraître bien, c'est bien, mais c'est pas assez, pas à leurs yeux. CEO told staff that they had missed their revenue targets by 45%, which is a crazy number. C'est vrai que c'est énorme. Now we're at this point where Bungie is losing money every day. They're getting a lot of pressure from their higher ups, and they've launched way too many incubation projects in an attempt to like find the next big thing. And so they go through these two different rounds of layoffs, and with this most recent one, they decide, okay, we're gonna focus on Destiny and we're gonna focus on Marathon, and hopefully Marathon is a big hit, and hopefully we can keep Destiny going, and we're gonna slim down and we're gonna get rid of a lot of those incubation projects and really just focus on what works. And of course that means eliminating a lot of jobs, and that's where we're at now. C'est pareil, il y a un truc par rapport aux projets d'incubation, donc c'est les projets de recherche qui valident ou pas les projets de recherche, parce qu'il n'y a personne concrètement qui peut savoir si un jeu va fonctionner ou pas. Il n'y a personne qui peut le savoir.
Il y a un exemple assez simple là-dessus, c'est mince, je sais plus le nom là où il y a, on a des petites des petits avatars là dans des bases fermées, et puis il y en a un, c'est le tueur, et il doit buter les autres, et les autres doivent trouver celui qui a tué, qui est en train de tuer tout le monde. Là, je me souviens plus du nom. Je suis désolée, je me souviens plus du nom de ce jeu. Bref. Ce jeu est sorti de nulle part. Parce que ce jeu était sorti, ils étaient en train de préparer le 2, il n'avait pas eu un succès énorme. Puis il y a des streamers qui ont commencé à y jouer, et là ça a fait un succès monstrueux. Among Us. Ça a fait un succès monstrueux, alors qu'à la base pas du tout. Mais il n'y a personne en fait qui pouvait prédire ça. Donc tous les projets d'incubation chez Bungie, ça se trouve il y en a qui ont été refusés, qui auraient été des bangers absolus. Des succès critiques, commerciaux, tout ce que vous voulez. Donc c'est aussi ça qui, plutôt que de se lancer, vous faites confiance, vous avez une idée, vous vous lancez dans le développement. Ils ont fait 3000 trucs de recherche, puis il y avait toujours quelqu'un qui disait « Ouais, non, c'est pas assez bien, ça va pas marcher, ça. » On n'en sait rien, en réalité, on n'en sait rien. Des fois, on est sûr que ça va marcher, puis ça marche pas. Sony a l'air d'être sûr que Concorde va fonctionner. À mon avis, il va pas fonctionner. The Last of Us, le multijoueur qui devait sortir, ils l'ont annulé, peut-être qu'il aurait marché. En plus, ils l'ont annulé suite aux recommandations de Bungie. N'est-ce pas? Continuons. Yeah, that's pretty crazy. So I think one of the things that came through from, I guess, Stephen Tillo's reporting on this was the idea that Bungie sort of overpromised to Sony in that acquisition, that they sort of like overstated. Ils ont survendu le studio. Did you, in your discussions with anyone, chance upon any of that sort of stuff? That's not something that I can back up, but I certainly trust Steven. Steven's a great reporter, and his post on his story on GameFile is well worth checking out. That's not something that I've reported or would feel comfortable saying anything about right now. Yeah, fair enough. I think obviously there's a lot of talk about Pete Parsons' role within all of this as sort of, CEO of the company. What, in your discussions, how were people talking about his role in these decisions, and how are they feeling towards him at this point, especially given all that stuff that came out about his car collection? Yeah, I want to get to the car collection. I'll get to that in a second. Sure. Yeah, I mean, I think Pete, he was generally a pretty well-liked guy from what I've gathered. I mean, he was someone who was certainly seemed to a lot of people at Bungie like he was standing up for what was right. He was on the front lines with people like marching, I believe, during the Black Lives Matter protests. He was like out there at protests and like was tweeting pictures of himself, and like I think he won some favor there. He's been outspoken about like progressive issues that I think a lot of Bungie people, that resonate with a lot of Bungie people. He also led them to this position as the CEO, and while I think ultimately betting on a lot of incubation projects, it is kind of, I mean, there is logic behind it, right? Like you want to hedge your bets a little bit in case Destiny declines, in case Marathon doesn't pan out. You want to have a studio that is capable of doing new IP and creating new stuff, and like doing something that isn't just Destiny and Halo. But the way in which it all went down, and the kind of the speed of the layoffs, the fact that P. Parsons hasn't really held himself accountable, certainly the fact that he still has a job even after making the decisions. Oui, ça c'est vrai aussi, c'est un élément extrêmement important. Il y a beaucoup de personnes qui ont été licenciées, mais lui non. Pourtant, en tant que CEO, il a quand même une grosse part de responsabilité par rapport à ce qui s'est passé dans l'entreprise. Et donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui lui en veulent pour ça, et qui comprennent pas pourquoi il est encore là en fait. And then also the kind of the sense of optimism that he preached. I mean, there was a lot of messaging from him and from other leaders at the company that that like, hey, we really have to work hard. We have to make Final Shape really awesome. We're really, the company is counting on this. It's got to be great. Yada yada yada. And then for it to the team to then execute on it and make something really great that a lot of people loved, only to then have 200 people lose their jobs anyway, that has left a really, really bad taste in a lot of people's
mouths. The car thing, man, that's like tackiness to an extreme on one hand. I think, like, personally, I feel like we should be looking at his decisions as a leader more so than how he spends his money. Like, dude can spend his money however he wants. I think the problem is when you spend your money on like a luxury hobby and then it becomes public. And from what I've heard, he's like talked about it internally too to people. Yeah, and be like, that's- hey. Yeah, there was the tweet about you. There was that tweet. You were saying come see my cars and then you laid us all off 2 days later, which was. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça le problème. C'est le problème principal, c'est pas nécessairement qu'il a dépensé autant d'argent pour des voitures, c'est que il a invité des développeurs, et souvent c'était surtout des femmes. Il les a invités chez lui pour leur montrer ses voitures et il les a licenciés 2 jours après. C'est ça le problème qui se passe. Et c'était des développeuses. Des femmes à chaque fois qu'il invitait. C'est là où ça a coincé. C'est là où il y a eu des tweets. And Oh, him man, locking that is wild. his Twitter account too, I think, did That's him fucked, no man. favors. Like, really, if Yeah. you were that afraid of pushback and seeing the pushback, I don't know, just delete the app from your phone and just Yeah, stop. 100%. Yeah, and I think it's like you have money, fine, spend it how you want, but like once it gets into public territory, I mean, I've heard stories like that before about like company. I mean, Blizzard is a great example. There's some stuff about this in my book about how like a company's founders sell their company and they get really rich, and then they come to work driving sports cars, and the people below them are like, well, what the hell? Like, we didn't get any of that money. of Where's our Ferrari? Like, C'est ça aussi le problème. On va passer à la suite après à l'autre morceau, mais je voudrais aussi m'arrêter là-dessus, je trouve ça important. Non, les développeurs sont pas forcément payés autant que vous le pensez. C'est même plutôt l'inverse. Il y en a beaucoup qui sont pas payés énormément. Ils gagnent pas nécessairement bien leur vie. Faut arrêter de croire que les développeurs ça gagne super bien. C'est pas forcément vrai. Par contre, ceux qui sont en haut des entreprises, eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Et c'est là aussi où il y a un décalage. C'est qu'il y en a qui s'enrichissent vraiment beaucoup et les autres, ils sont toujours bloqués en bas. Pourtant, c'est eux qui font le produit. Mais ça, c'est pas spécifique à l'industrie du jeu vidéo. C'est spécifique à pas mal d'industries. Le problème, c'est que là, justement, c'est ce qu'il disait. Le problème de Pete Parsons, c'est que lui, il l'a montré sur les réseaux sociaux et tout ça, et c'est là où ça a coincé aux yeux de personne, puisqu'en plus de ça, après, il les a licenciés. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est pas juste spécifique à l'industrie du jeu vidéo. Je dirais que c'est dans toutes les industries, dans toutes les entreprises. À partir du moment où vous êtes embauché par quelqu'un, vous allez enrichir quelqu'un qui est au-dessus de vous. C'est le principe même d'être employé de bureau. Je dirais. Ou pas que bureau, mais voilà. On va continuer. Je dirais que c'est pire dans l'industrie du service. Parce que c'est vraiment vous êtes vraiment à l'origine du produit. C'est votre produit qui est vendu, mais c'est pas vous qui avez l'argent de ce produit-là. C'est comme si vous voulez Hideo Kojima qui a créé la franchise Metal Gear. C'est lui qui est à l'origine du scénario, qui est à l'origine de tous les trucs, les idées, le gameplay, il les a poussés à fond, machin truc. Et puis il a été remercié après, puis il avait plus sa franchise, elle n'est pas à lui. Il l'a donnée à l'entreprise dans laquelle il travaille. Donc ça, c'est un peu, excusez-moi de dire, mais c'est un peu bâtard comme position et comme boulot. Je sais pas si on parle d'agroalimentaire, c'est pareil pour les fermiers qui sont payés pas forcément super bien, et pourtant il y a les distributeurs qui vendent les produits beaucoup plus chers. C'est un peu, c'est pas juste spécifique à l'industrie du jeu vidéo, mais c'est vraiment quelque chose d'assez problématique, je trouve. Encore que Hideo Kojima, il a perdu sa franchise, mais il était bien payé quand même par rapport à d'autres devs. Donc, From Software, par exemple, je le sais parce que je voulais postuler chez eux quand j'habitais à Tokyo. Je n'ai pas postulé parce que j'ai vu le salaire, et le salaire était de 250 000 yens. 250 000 yens étant le SMIC, en fait, si vous voulez. C'est le salaire minimum à Tokyo. Les studios sont à Tokyo. C'est pas possible de vivre avec ce salaire-là, là-bas. Donc j'ai fait, bah non. Désolée. La passion, oui, mais non. Il faut vivre aussi. Faut vivre. Surtout quand on voit tous les crunchs qu'il y a aussi.
Ça a peut-être changé depuis, mais en tout cas, autour de 2017, c'était ça le salaire. Donc non, les développeurs sont pas forcément très bien payés. Pas du tout. On va se diriger vers 4814. On va parler plus spécifiquement du coup de Sony. Yeah, to be clear, the reset was much less palatable in 2019 than it Absolutely. would be today. Absolutely. The problem is that like all the people who you have on the Destiny 2 treadmill are your people who know how to make Destiny games. So like, what are you going to do? How are you going to take all of those hundreds of people and move them to Destiny 3, and then Destiny 2 is just going to go like dormant for 5 years? Like, how is that going to work practically speaking? Which Totally which I think is like speaks to one of the problems that Bungie ran into, which is like they started all these incubation projects and none of them really paid out, and like even if they did, how do you handle that without expanding to 2,000 staff or something insane like that? And that burn rate was out of control, and as Pete Parsons said in the blog post announcing all the layoffs, they were in the red, they were losing money. Bungie was not profitable, and that's not something that Sony is going to tolerate for very long. Yeah, that's my question. Is there any inkling as to anything changing up with the relationship with Sony? Is Sony looking to take more control, you know, pay a little more attention? Because the whole thing when they brought them on, they were like, we're going to let them do their thing, but obviously there's such a big reduction, and you know the expansion is kind of wrapping up. So how are things? Yeah, I think that's been a little bit overblown. I'm not 100% sure because I haven't talked to people on in Bungie's board, and I think they're the ones who would really have insight on this. But I think that okay, let me go back to another Blizzard parallel here, because a large chunk of my book and a large chunk of the Blizzard story is about the Activision taking more control of Blizzard. And I think that's an interesting parallel, because what did that mean exactly? Well, in this case, it meant Activision bringing kind of an ethos of predictability and hitting deadlines, and Wall Street predictability and hitting deadlines, and like annual schedules, and like that was kind of the Activision mentality. Activision is an organization that is structured to have like the commercial stuff, the marketing on top, and developers are kind of below that, and they have very different priorities than Blizzard did. Blizzard was a culture where the developers had all the power and everyone else was subsidiary to them. So when Activision came into Blizzard, that had a very clear outcome and led to very clear tensions. I don't know that there's as much of a clear divide between Sony and Bungie to the point where it would really be like, oh man, all these Sony people are coming in, they're really going to change our culture. Don't get me wrong, Bungie has a very interesting, unique culture of its own and has its pros and cons, of course, but it's not like there is some strong ethos at Sony that runs counter to Bungie's culture and mantras and ways of making games. In fact, I would say that you look at PlayStation, they have a pretty healthy first party stable of studios, and they tend to give those teams like a lot of time and leeway and creativity, despite other than like the recent service game chasing, but that was a whole nother story. Ouais. Bungie makes service games anyway. So Ça, c'était Jim Ryan, hein. Il a été remercié depuis. Ils sont en train de revenir en arrière, c'est une bonne chose. I'm in charge now is going to have much of an effect, other than maybe like a bunch of old school Bungie people getting mad and leaving, which could be healthy for the studio anyway. So yeah, I'm not sure what that exactly will lead to, or how much validity there is to that. That said, I mean, also the other part of this is that like Sony took control when Sony paid $3.6 billion to buy Bungie. Like, we might be any talk of Bungie's autonomy is a little bit overstated, I think, because this is very much a subsidiary relationship. It's not like two parallel orgs, or like one org that is maybe like slightly below the other but has enough clout to be able to push back against pressures or something like that. This is very much a subsidiary relationship. That said, I mean, org-wise, maybe Bungie is folded into PlayStation Studios at some point, but I don't really know what that, like, does that make a difference, practically speaking? I'm not so sure. Yeah. Has any of your reporting here or elsewhere looked at sort of Sony's live service push, how that's tracking, internal chatter about that, where that's headed? Anything that you've uncovered on that front?
Yeah, I mean, how about all those Sony live service games? How about Let's say that Concord's Last of coming out in a Us couple Online? weeks. Oh man, yeah, Concord. Concords in a couple of weeks. Yeah. God, yeah, I that's very curious to see what happens with that one. Yeah, well, I was playing Malheureusement, je pense qu'on sait déjà. Hein. and really Of enjoyed course it. you were. And then I Absolutely. switched Me to too. and then I switched to Horizon Online and just had a Sure. blast. And Yeah, after sure. that, Spider-Man Online, it was just Yep. like so much fun. Yeah, I mean, it was always just kind of like this trend chasing to the extreme. The video game industry has always just been trend chasing to the extreme, but the service game push is really one of the more egregious examples of that. And the list of like games that have been pivots from single player studios to online to like trying to make service online games that just turned out to be debacles is very, very long. And I think I've done postmortems for a lot of them. It's just like the cycle is single player studio, super successable, pivots to live service. Spent 7 years making a live service game that nobody wants. Live service game comes out, debacle, gets a C'est exactement ce qui est en train de se passer avec Marathon ou Concorde. Hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de... Et c'est là où Sony a eu une excellente réaction, peut-être un peu tardive, mais heureusement qu'elle est arrivée. C'est-à-dire que, bon, je pense qu'ils ont remercié Jim Ryan. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, si c'est lui de lui-même qui est parti ou si c'est Sony qui a décidé de lui dire au revoir. Mais je pense que c'est eux qui c'est un avis personnel, mais je pense qu'ils lui ont dit va prendre ta retraite, Jim. On t'aime bien, mais tu vas nous envoyer dans le mur avec ta stratégie de jeu live service. Et c'est pour ça que depuis, ils ont réduit vraiment beaucoup leur stratégie. Donc encore une fois, ils sont passés de 12 à 6, si je me souviens bien, puis je pense que ça va encore réduire. Ou alors je pense qu'ils vont juste lâcher les jeux, et puis on tourne la page après derrière. Et encore une fois, c'est une bonne chose qu'ils aient complètement arrêté cette stratégie de jeu live service, parce que aujourd'hui, ce que voulait faire globalement Jim Ryan, c'était produire plein de jeux services en espérant pouvoir générer beaucoup de revenus, puisque c'est potentiellement des jeux qui peuvent rapporter beaucoup de revenus. Mais c'est 0,1% des jeux qui arrivent à s'en sortir à l'heure actuelle. Le marché est ultra saturé et les statistiques montrent encore une fois que les joueurs restent sur les vieux jeux. Ils restent sur Fortnite, ils restent sur Rainbow Six Siege, pas Extraction, qui est un four. Ils restent sur les mêmes sempiternels jeux services. Ils ne vont pas ailleurs. De plus, une fois que ça s'est fait, qu'est-ce que Sony fait quand il y a un succès? Ils ont eu un succès, Helldivers 2. Ils l'ont eu, leur succès. Est-ce que les autres vont l'être? Probablement pas. Ils en ont eu un. Et qu'est-ce qu'a fait Sony? Bon, ils sont publishers, mais je veux dire, ils auraient pu aider les développeurs. Ça manque. Helldivers 2 est en train de perdre sa base de joueurs. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de calendrier clair, il n'y a pas de contenu qui arrive, ça devrait être tous les mois ou tous les 2 mois, c'est pas assez récurrent, donc on ne fait pas de rétention de joueurs. Un jeu service, c'est pas juste tu sors ton truc, ils s'y attendaient tellement pas en même temps, c'est ça aussi qui est terrible, ils s'attendaient tellement pas à ça qu'ils n'ont pas mis en place une stratégie de rétention, qui est pourtant ultra fondamental pour tout ce qui est jeu service. Vous devez avoir une stratégie de rétention de votre audience. Si vous n'avez pas ça sur un jeu service, les gens s'en vont après quelques mois. C'est ce qui s'est passé avec Helldivers 2 notamment, et j'ai l'impression que la dernière mise à jour n'a pas eu l'effet escompté. Et ça aussi, c'est problématique. Donc même si Sony va continuer à sortir des jeux services, qu'est-ce qu'ils vont faire si jamais ça atteint un succès? Il y a d'ailleurs eu le calendrier prévisionnel du coup des sorties pour Concorde. Il va y avoir une première mise à jour en octobre, puis après c'est tous les 2 mois, je crois, tous les 2-3 mois, des nouvelles saisons avec des nouveaux joueurs, des nouveaux personnages, etc.
On verra ce qui va se passer avec Concorde. Je vous invite à aller voir le test que j'ai fait suite à la bêta auquel j'ai joué. Ça peut vous donner une indication de ce qu'est le jeu, puisque c'est pas en... J'ai pu accéder à la bêta à fin juillet, c'est pas en 3 semaines qu'ils vont changer fondamentalement le cœur de ce dernier. Voilà. Donc vous pouvez avoir un très très bon aperçu. Ceux qui disent c'est une bêta, ou tu peux dire c'est une bêta, ça veut rien dire quand t'es à 6 mois, 1 an de la sortie du jeu, quand t'es à 3 semaines de la sortie du jeu, c'est littéralement le jeu que tu vas avoir entre les mains 3 semaines après. Voilà, on va continuer. Bloomberg postmortem written about it shortly afterwards. Like that's the cycle. Et encore une fois, hein, l'autre problème, c'est aussi qu'il l'a très justement souligné, c'est qu'ils ont aussi voulu tourner des équipes, transformer des équipes qui travaillent très bien sur des jeux solo pour en faire des jeux services. C'est pas du tout la même mécanique, encore une fois. Ça marche pas pareil. Like Naughty Dog was able to stave that off and cancel their project, and yeah, hopefully it stops. Hopefully it doesn't happen anymore. To answer your question, I mean, I think the results kind of speak for themselves. Sony definitely still has. I mean, Horizon Online is actually still happening. Still in still in development, I should say. I don't know if it's ever actually going to come out, but still in development. So some of those games have come are still in production or have come to fruition, but I'm not sure. I mean, I guess Helldivers 2 is a success, but like... Yeah, that's one question I had in terms of, we hear chatter about the idea that, you know, publishers will just put out live services, expecting that 5 or 6 or 7 or 8 of them will crater, because all you need is one. All you need is one. And then after that, you've got your Apex Legends, or you've got your Rainbow Six Siege, or you've got your whatever, you know? And I wonder if Sony's strategy is partly that. Because at one point they had greenlit 12 live services. Excuse me. 12 live services. They couldn't have expected them all to succeed. So maybe they were just fishing for one, you know? Là, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu peut-être comme un petit complexe de supériorité de la part de Jimbo, de notre ami Jimbo. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que les studios de Sony sont tellement sur la coche qu'ils vont réussir non pas à avoir un jeu service qui va fonctionner, mais ils vont en avoir 12. Et là, ça va être une pluie de pognon. C'est pas comme ça que ça se passe. I don't know. I mean, I don't have access to Sony's accounting, but that would be an extremely expensive strategy. It's not. Oui. I mean, the model for that is the... Et c'est vrai que c'est aussi très très... Parce que le problème, c'est que c'est des jeux, faut payer le développement. Ça revient très cher au final. Ça revient vraiment très très cher. C'est un énorme coup de poker à faire. Hein. Vraiment. Ça n'a pas payé pour le moment. Enfin, à part... Si, il y a eu Helldivers 2. Il y a eu Helldivers 2. Mais ils n'ont pas transformé l'essai, malheureusement. Venture capitalist strategy with like startups, and to a lesser extent with video games, where you go and seed 50 startups and hopefully one of them becomes the next Facebook. But in that model, you're maybe seeding these startups like a couple $1 million, maybe 10 million at the most. Whereas with this live service push, I mean, Naughty Dog's Factions game was in development for something like 4 years with a team in the hundreds. Like that is an expensive proposition for something that was a miss. A lot of these and that, I mean, that project, like that getting canceled was not a bloodless endeavor. There were some heads rolling at Sony as a result of that one. So I think despite the kind of this internet punditry, I don't really think that is what Sony was thinking. I think Sony was thinking, this is a lucrative strategy. Let's push for it as much as possible. Because again, remember the times when that sort of thing would have been greenlit, when that strategy would have been greenlight, it seemed like every service game was like the hottest thing ever. I mean, the numbers, if you go back and look at the numbers of Call of Duty Warzone in 2020, it is just head exploding. Like, it was always a lot of these games were just hits, like hit after hit after hit. Et c'est ça que je vous disais notamment dans une de mes précédentes vidéos, c'est qu'on a passé un momentum en fait. Pendant toute la période pandémie, etc., il y a eu un gros coup sur les jeux services parce que les gens étaient coincés chez eux et qu'ils avaient du coup envie de communiquer avec des gens, de ne pas être seuls.
Et les jeux services étaient un excellent moyen de joindre des amis, des proches et de pouvoir passer du temps amusant ensemble. Ou avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais juste ne pas être seul, tout simplement. C'est un momentum, c'est-à-dire que ça a été un marché, ça a marché pendant un certain temps, puis là, ça redescend. Il y a toujours les jeux comme Fortnite qui arrivent à capter encore leur audience, mais ça va changer. On est un peu sur le déclin de ce genre de jeu, puisque de toute manière, comme c'est saturé, il peut y avoir aucune nouvelle entrée qui arrive à faire sa place, ou presque. Et les gens qui jouent, qui sont plus jeunes, qui jouent aux jeux services, vieillissent aussi. Et puis, quand on vieillit, on a d'autres occupations, d'autres aspirations, d'autres types de jeux qu'on apprécie, qu'on découvre. Et c'est plus forcément le jeu service. Et peut-être qu'il y aura un autre moment où les jeux services vont briller à nouveau. Mais là, on a un peu passé ce momentum, justement. On va terminer l'interview. Vidéo beaucoup trop long, encore une fois. And of course, going back to Fortnite in 2017, like you had a lot of these games that were just really hitting. So I think that more is the strategy, is like we're gonna try to emulate all these huge successes as opposed to we're gonna throw out a bunch of bullets and hopefully one of them hits the target. Yeah. Well, I think what lays ahead for Bungie is a very tumultuous period. I mean, obviously they're going to have to kind of steady the ship after all of this. Internally at the studio, that's going to be really tough. They have to try and rebuild confidence in the future of Destiny, because right now everyone's feeling pretty low. And obviously they have to ship Marathon in 2025 or beyond, and that is going to be a pretty risky bet, as we've discussed. So I'm sure there's going to be lots of reporting coming through, and I'm sure you'll be all across it. So thank you so much for joining us today, and we're really looking forward to having you back to talk about your book. Et voilà, ça y est, nous sommes passés à travers de cette interview. J'avais vraiment envie de vous passer l'interview, puis qu'on puisse avoir ensemble, plutôt que d'aller chercher des articles qui en parlaient, qui auraient pu éventuellement twister certaines informations, ce genre de trucs. J'ai préféré qu'on le voie ensemble et puis qu'on décortique ça en même temps. Ça a pris du temps. C'est une vidéo longue, encore une fois, mais je préfère donner beaucoup de contexte à chaque chose qui peut être dite, puisque je pense qu'aujourd'hui, on manque cruellement de contexte pour tout. Tout simplement. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Concorde va être un succès? Est-ce que vous pensez que Marathon va être un succès? Dites-moi ça dans les commentaires. Ceci conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et activez la cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. En attendant cette nouvelle vidéo, je vous souhaite une excellente journée, soirée, un excellent tout, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.